Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui j'ai la grande chance de pouvoir recevoir Luciane qui est créatrice du blog En Couple Simone. Bonjour Luciane. Bonjour Thérèse, c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, vous êtes donc co-créatrice du blog et de la formation En Couple Simone, qui est donc une formation, enfin je vais vous laisser en parler, vous en parlerez mieux que moi, mais bon, juste pour mettre un petit peu le contexte, qui est une formation pour aider les femmes célibataires, donc à réfléchir sur elles-mêmes et à pouvoir peut-être être dans de meilleures dispositions pour se mettre en couple. Et d'ailleurs, je trouve que dans le titre, tout est un petit peu dit, En Couple Simone. Voilà, ça donne un certain élan et on voit bien l'impulsion que vous essayez de donner. Alors, je sais que parmi mes lectrices et mes auditrices, il y a beaucoup de femmes qui sont célibataires et qui parfois soit souffrent de cette solitude, de ce célibat, ou alors ne savent pas trop comment s'y prendre, ou peut-être sont un petit peu perdues dans le statut qu'elles ont. Alors justement, je suis sûre que que ce podcast va beaucoup les aider et votre formation aussi. Donc je vais peut-être commencer par vous laisser tout simplement vous présenter en quelques mots. Oui. On voit très bien. Donc c'est tout à fait ça, En Couple Simone, c'est prendre le volant de sa voiture et y aller là où on veut aller. Et dans une vie de couple de qualité, surtout, qui nous convient vraiment. Donc, je m'appelle Luciane Cabane, j'ai 45 ans, je suis mariée avec Paul, j'ai 2 enfants, Elena et Johanna, de 7 et 9 ans. Je me suis mariée sur le tard, donc à 37 ans, et de ce fait, Simone, donc quelqu'un qui se marie sur le tard. Et j'ai fait un doctorat d'abord en sciences du langage et avec le temps, je commençais à m'intéresser au développement personnel et j'ai fait une formation de 5 ans avec Aliette Despanafieux, qui est spécialiste d'être vivant, c'est-à-dire d'accompagnement émotionnel, mais pas que, travaille aussi avec tout ce qui est énergie vitale, pour aider les hommes et les femmes à être vivants. Et ensuite, après ça, donc, je commençais à donner des conférences. Et c'est là qu'est né Un Couple Simone avec Eva, maintenant Campello, donc mariée, ce nom de mariée. Nous avons créé ensemble ça en 2015. Et c'est après le début de cette aventure que je me suis formée en coach. Et donc aujourd'hui, je fais les deux à la fois. Je fais une partie d'accompagnement émotionnel et une partie coaching pour aider les femmes à changer un peu leur programme, si on peut dire, les croyances limitantes et leur donner une vision plus claire de ce qu'elles veulent vraiment. C'est très intéressant. Il y a 2 choses que vous avez dites là, justement, croyances limitantes, parce que je pense que, peut-être que les célibataires, on est toutes un petit peu à peut-être avoir une mauvaise opinion de nous-mêmes. Et également, vous avez parlé du fait de se mettre en couple, mais se mettre bien en couple, c'est-à-dire vraiment pas prendre le premier venu, mais pour un couple durable et vraiment quelqu'un qui nous convient. Alors justement, comment vous est venue l'idée de créer tout simplement le site, de proposer ces formations? Est-ce que c'était votre expérience personnelle? Est-ce que c'était peut-être ce que vous voyez autour de vous, tous les célibataires qui vous entouraient? Comment vous est venue vraiment cette idée? Et peut-être expliquer aussi pour les auditrices en quoi consiste exactement le coaching et les programmes que vous proposez. Alors, au début, on a créé un blog. Donc, nous sommes, Eva et moi, commencé à travailler ensemble en France, parce que j'habitais à l'époque en France. J'ai habité 17 ans en France. Donc, mon doctorat a été fait en France, tout a été en France. Mais je suis d'origine brésilienne. Je suis née au Brésil. Donc, on a commencé à écrire des articles pour transmettre toutes ces questions de femmes qui ont pensé que c'était important de réfléchir, de mettre en place, on appelle ça élaborer. Donc ça veut dire c'est la première étape quand on se met à se préparer pour être en couple, pour être prête. On commence à élaborer, c'est-à-dire on va vérifier où est-ce qu'on était, qu'est-ce qui s'est passé depuis mon enfance, qu'est-ce qui s'y joue de mon enfance au jour d'aujourd'hui, dans le fait d'être célibataire, si ce célibat n'est pas choisi, s'il est un peu subi. Et donc, on écrivait des articles. Et ensuite, à partir d'un certain moment, avec Eva, on a commencé à faire... je donnais déjà des conférences avant, donc on commençait à dire, est-ce qu'on va aller en France pour voir personnellement les femmes? Et on a commencé à faire des rencontres en présentiel à partir d'une formation d'intelligence émotionnelle que nous avons fait avec un coach au Brésil, toutes les deux. Et on a dit, on va transmettre ça aux femmes.
Donc de là, c'était nos premiers pas d'accompagnement avec un couple Simone en groupe. En individuel, ça faisait déjà 3 ans que j'accompagnais. Et j'ai commencé le coaching systémique, c'est le coaching que je pratique aujourd'hui, en 2017. D'accord. Donc, en couple Simone, ce que nous proposons au jour d'aujourd'hui, depuis toutes ces 5 ans, 6 ans ensemble en train de travailler, c'est un accompagnement de la femme global sur tous les domaines de la vie. On appelle le life coach. Et on travaille la question d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire être entre cerveau droit, cerveau gauche, être vraiment disposé à vivre sa vie, être au volant de sa voiture. Les dernières formations qu'on a proposées, du coup, c'était de la reprogrammation des croyances limitantes, donc toute la partie des neurosciences qui vient montrer aujourd'hui que peut-être la vie que j'ai aujourd'hui, c'est moi qui la manifeste. Peut-être la vie que j'ai aujourd'hui, elle vient d'un scénario de vie, de répétition de quelque chose que j'ai vécu enfant et qui a provoqué chez moi quelques croyances limitantes. Si je passe ma vie à dire c'est impossible pour moi, je ne vais jamais y arriver, peut-être que ça, cette communication interne ou cette croyance peut au jour d'aujourd'hui m'empêcher d'y arriver à bon port, puisque je n'y crois pas. Un peu un acte de foi qui manque. Voilà, si on pourrait comparer avec la foi, c'est un peu accompagner les femmes à retrouver foi, espérance, confiance dans ce qu'elles souhaitent vraiment et donner le modèle, donc l'exemple de le petit pas qu'elles doivent passer pour y arriver. Justement, on le voit parfois, c'est beaucoup de femmes, comme vous l'avez dit, qui vivent un célibat subi, donc elles ne choisissent pas d'être célibataires, elles ne le veulent pas, mais pourtant peut-être que dans leur vie, elles ne mettent pas forcément en place les bonnes choses, mais ça on le verra juste après. Mais alors pourquoi est-ce que c'est si difficile d'être célibataire aujourd'hui? Pourquoi pourquoi est-ce une souffrance? Et parfois même des femmes qui ne sont pas très âgées, parfois même à 24 ans, par exemple, des femmes qui se disent « mais zut, je ne suis pas en couple, je ne suis ni fiancée, ni mariée, est-ce qu'il y a un problème avec moi ?» Ou alors « ça y est, c'est fichu pour moi, pourtant elles sont jeunes. » Alors pourquoi est-ce que c'est une telle souffrance finalement d'être célibataire? Alors, la souffrance, oui, c'est vrai qu'il y a une telle souffrance, mais la facilité, je dirais qu'aujourd'hui, c'est ça le grand problème, c'est que c'est trop facile d'être célibataire. En gros, avant, il y avait la question de quitter le foyer. On avait besoin de quitter le foyer. On ne pouvait pas quitter si on n'était pas marié. Donc, les femmes voulaient tellement quitter la famille d'origine qu'ils se mariaient rapidement et tôt, quitte à divorcer plus tard. Et de nos jours, c'est facile de quitter et de vivre en célibataire, c'est-à-dire vivre seul, vivre longtemps. Donc, on peut avoir un travail, une vie, c'est plus facile. Donc, je vais dire que la motivation pour se marier, elle est, pour payer le prix, je veux dire, pour faire les démarches nécessaires pour être en couple, elle est moindre, puisqu'il y a une zone de confort qui est celle du célibat non choisi, où tu as tout, quoi. Tu peux avoir des amis, sortir, voyager, avoir de la nourriture, payer tes comptes, etc., sans avoir le soutien, l'aide d'un homme. Donc aujourd'hui, le couple, il n'est plus juste pour une question de choix de vie, il devient uniquement une question affective, alors qu'avant, il était beaucoup plus que de l'affectif. Voilà, donc moi, la difficulté que je vois aujourd'hui, c'est surtout de s'engager. Il y a beaucoup trop de peur autour du couple. Donc, si c'est pour se marier pour ça, si c'est pour vivre en couple pour ça, je préfère rester célibataire. Il y a beaucoup qui souffrent de cette croyance limitante qui est mieux être seul que mal accompagné. Combien de mères, pensant bien faire, on dit ça aux enfants. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Et du coup, on reste dans cette peur de si je sors avec quelqu'un, si je suis en couple avec quelqu'un, je vais perdre ma liberté. Ça ne va pas être comme je veux, ma vie, je peux devenir prisonnière d'une situation, être mal, etc. Donc pour moi, il y a cette question de la peur. La question de la souffrance, elle est vraiment du côté de toutes les croyances limitantes. Je n'arriverai jamais, je ne sais pas faire, je ne suis pas capable, personne ne s'intéresse à moi, je ne suis pas intéressante. Et puis, il y a la question aussi, la dernière, de l'autoresponsabilité. C'est-à-dire que les femmes, certaines femmes, peut-être à cause de la passivité, je ne sais pas, sont en difficulté de payer le prix qui est le prix de l'autoresponsabilité. Ça veut dire que c'est à moi de me donner la permission d'être en couple, c'est à moi de faire le travail. Et beaucoup de gens trouvent ça injuste. Pourquoi il y a des femmes qui à 20 ans se marient facilement
elles sont obligées de faire autant de travail sur elles, passer par tas de choses, réparer au tas de choses, élaborer de tas de choses. Pourquoi ce n'est pas simple et facile comme pour d'autres femmes. Et du coup, elles manquent d'autoresponsabilité. Elles disent, mais je ne veux pas prendre en charge la responsabilité de mon célibat et je l'ai subi. Voilà, donc on peut trouver des femmes qui n'avancent pas à cause de ce découragement-là, à cause de cette manque d'autoresponsabilité de sa vie. Alors justement, c'était ma prochaine question par rapport à la responsabilité. Est-ce que, parce que ça aussi c'est ce qu'on entend de notre entourage, mais parfois l'entourage dit non mais allez, il faut que tu fasses plus d'efforts, il faut que tu sortes plus, ou il faut que tu sois moins exigeante, ou je ne sais pas, enfin voilà. Et donc parfois on se dit, est-ce que c'est peut-être ma faute si je suis célibataire? Est-ce que c'est juste la vie? Voilà, pas de chance, t'as juste pas rencontré, voilà, t'as juste pas rencontré le bon. Donc est-ce que c'est vraiment de notre faute ou de notre responsabilité, ou est-ce que parfois c'est juste la vie? Parce que bon, il y en a aussi qui disent, mais je comprends pas que tu sois célibataire, t'es si belle, si gentille, si, voilà, je sais pas, si généreuse, t'as telle et telle qualité, je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas en couple. C'est vrai qu'on entend un petit peu tous les sons de cloche, mais on se demande finalement, voilà, entre guillemets, à qui la faute? Est-ce qu'on a une responsabilité, ou est-ce que c'est juste la vie, tout simplement? Alors, justement, cette histoire de c'est la vie, ça fait partie, qu'on appelle ça, des petites histoires qu'on se raconte pour ne pas prendre la responsabilité 100% de sa vie. C'est-à-dire que tant que je justifie pourquoi je suis célibataire, tant que je trouve une justificative, j'avance pas, puisque c'est parce qu'il n'y a pas d'hommes, parce que les hommes qui sont intéressants sont déjà mariés, c'est parce que je ne suis pas assez jolie, assez bien, etc. Et moi, je crois profondément que ce n'est pas nos conditions qui déterminent si je suis célibataire ou mariée, mais nos décisions. C'est-à-dire quelles décisions je vais prendre quand je suis devant un obstacle, quand je suis devant une difficulté. Parfois, je n'ai pas l'équipement émotionnel suffisant pour traverser un obstacle. Je suis devant un obstacle, il va falloir que je le traverse, mais je n'ai pas les équipements émotionnels suffisants pour le faire. Et là, je trouve qu'on appelle en couple Simone, le jargon d'un couple Simone que je sors là, des résistances. C'est-à-dire, j'ai des résistances pour avancer et qui me laisse de faire du surplace, quoi. Donc j'ai beau être intelligente, une femme bien dans ses baskets, une femme qui a des amis, une femme qui a voyagé, qui a fait ceci, qui a fait cela, donc tout pour réussir, on dirait. Et pourtant je trouve pas le chapeau adapté à ma tête. Et donc là on va être du côté des résistances. Donc je crois pas que c'est la vie, parce que moi je crois profondément que la vie, étant croyante, je ne cache pas que j'ai la foi, même si je juge personne et je n'oblige personne non plus à croire la même chose que moi. Je crois profondément que la vie, elle est favorable, que nous avons vraiment l'univers qui conspire à notre faveur, que Dieu, pour celles qui croient en Dieu, et il veut notre bien profondément. Et donc comment ça se fait? Si tout est pour moi, qu'est-ce qui m'empêche d'y aller? Et donc là, on va dire que ce sont ces résistances et ces manques d'équipement émotionnel qui va peut-être me faire faire du surplace. Soit des peurs profondes, qui soient des deuils que je n'ai pas fait. Du coup, je n'ai pas de place pour un autre homme. J'ai déjà vécu une histoire amoureuse qui m'a un peu chamboulée. Je n'ai pas traversé toute la partie émotionnelle de cette histoire, où je n'ai pas d'expérience, du coup j'ai l'impression que je ne sais pas faire, etc. Et donc, pour moi, il y a plus de choses du côté de la passivité que du côté du destin. Ça serait le ciel. Et je ne crois pas qu'il n'existe pas quelqu'un qui ne me convienne pas dans la planète. On a quand même plus de 6 milliards, je ne sais pas combien d'hommes. On aura bien trouvé. Donc, tout le monde le sait, j'ai un mari plus jeune que moi. Donc parfois, ça va être des choses complètement différentes de ce qu'on a imaginé. Oui. Et c'est vrai que je pense qu'on se met beaucoup de femmes se mettent des limites finalement. Et se mettre elles-mêmes des obstacles. Et je trouve ça très beau ce que vous avez dit sur la foi et sur le fait de dire, mais en fait le bon Dieu il veut notre bien, il veut pas qu'on soit malheureuse. Il a créé l'homme, et il a créé l'homme et la femme pour être complémentaires et pour s'entraider finalement, être complémentaires. Donc finalement c'est une aide qui te convienne. Enfin, je crois que c'est exactement, ça une compagne. Je vais te donner une aide qui te convienne, une aide qui soit adaptée à toi. Donc c'est sûr qu'on a quelqu'un qui me convient quelque part.
Mais rien que le fait de se dire ça, c'est vrai ce que vous dites, c'est important de répéter des choses positives en fait, parce que dire tout le temps, bah voilà, c'est impossible, etc. C'est vrai qu'on se met nous-mêmes finalement des obstacles, donc c'est un petit peu dommage. Alors justement, vous parliez un petit peu des actions qu'on pouvait faire, parce que bon, attendre les bras croisés, je ne pense pas que ça soit la solution. Alors comment mettre, j'allais dire, toutes les chances de son côté pour rencontrer quelqu'un et voilà, est-ce qu'il y a des leviers d'action ou est-ce que c'est juste attendre, pas forcément passivement, mais bon, attendre, sortir, faire le maximum pour rencontrer des personnes et sortir de chez soi, mais bon, j'allais dire sans rien faire de spécial, ou est-ce qu'au contraire, voilà, on a besoin de travailler sur nous, d'avancer, est-ce qu'il y a vraiment des leviers d'action particuliers que l'on pourrait avoir? Oui, oui, complètement. On parle souvent de 4D de la réussite. Là, on vient de créer un programme de coaching, d'accompagnement qui s'appelle Déclic, qui est le 5e. Et donc, moi, je trouve que chacune peut aller regarder du côté du désir. Est-ce que vraiment je le désire être en couple? Parfois, dans certaines familles, être en couple est une obligation. Tout le monde est en couple sauf moi, donc j'ai honte. Et c'est pas le désir, la joie de dire waouh, ça va être génial. Je vais tous les jours dormir à côté de quelqu'un, on va prier ensemble, on va faire ceci ensemble, on va avoir des enfants, on va construire, on va acheter ensemble un appartement plus grand, etc. Donc, ce n'est pas le désir qui conduit les jeux, mais la honte, la douleur, la souffrance, la peur, enfin, beaucoup d'autres choses la pression, la société, je ne suis pas respectée dans mon travail comme les autres, parce que les autres sont mariés, je suis encore célibataire. Donc, aller chercher du côté du désir et aller trouver ton désir le plus sincère. Et parfois, on dit même que certains désirs sont encombrés par les désirs parentaux. Donc, les parents souhaitent que tu épouses le beau gendre. Et le beau gendre, peut-être, ne te convient pas. Donc, il faut que tu ailles vérifier, mais c'est quel type d'homme que te convient? Qu'est-ce que tu attends d'un homme? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec cet homme? Quel type d'homme vraiment, sincèrement, te convient? Et parfois, la femme pense qu'elle va reconnaître comme ça, et on a tellement des illusions dans la tête de l'homme parfait que parfois, on cherche l'homme parfait qui ne nous convient pas, et ça ne marche jamais. Mais évidemment, parce que le ciel est bon, il ne nous permet pas de faire une grosse bêtise, d'aller vers la personne qui ne me convient pas vraiment. Donc, quand je suis en contact avec mon désir profond, et je crois profondément qu'il y a quelque chose de céleste dans notre désir profond, là, on peut avancer. Là, il y a quelque chose comme si tout se débloquait tout à coup, parce que je ne suis plus dans le désir des autres, mais je suis dans le mien vraiment, et du coup, protégée ou encouragée, soutenue par le ciel, je ne sais rien. La deuxième idée, c'est la discipline. Tu vois, il y a des gens qui peuvent faire des heures et des heures de maths ou de français pour passer la grecque ou pour passer un concours. Et quand on dit, allez, il faut travailler sur soi, il faut écrire des choses, il faut élaborer un petit peu, il faut faire des exercices de coaching, etc., pour que tu puisses rencontrer la bonne personne, pour que ce soit plus clair dans ta tête. Ah non, mais je n'ai marre de faire des choses, de faire ça, etc. Ou alors la personne le fait un jour, l'autre jour ne le fait plus, etc. Donc on voit que la personne n'a pas le sens de la valeur que ça a. Quelle est la valeur que ça a dans ma vie de rencontrer quelqu'un, de m'installer, de construire une famille, d'avoir des enfants, etc. Ça a de la valeur. Donc, je donne la valeur pour le travail, mais je ne donne pas la même valeur pour le couple qui est pourtant quelque chose que je dis de ma bouche. C'est super, j'ai envie de ça. Mais au fond, je ne mesure pas la valeur que ça a. Je ne donne pas la valeur que ça a. Je ne paye pas le prix de cette valeur. Je ne mets pas les moyens pour atteindre mon but, quoi. Qu'ils soient moyens financiers, que c'est moyen du temps. Moi, je ne pense même pas aux financiers parce que, par exemple, là, on propose des clics, c'est vraiment super pas cher. On a beaucoup de gens qui ont embarqué. Mais la question du temps, par exemple, est-ce que tous les jours, j'ai du temps personnel pour mon projet? Personne passe en concours et qui regarde que de temps en temps ses notes. On est tous les jours là en train de répéter, prendre des heures, se priver d'aller au cinéma, se priver d'aller au restaurant pour réviser. Mais si tu dis, fais la même chose pour ton couple, ah non, je ne peux pas, il faut que je sorte, il faut que je scie. Puis un tel m'a proposé de l'aider pour je ne sais quoi. Je dis, mais tu mesures là que tu es en train de faire quelque chose qui a de l'enjeu, qui est important, qui vaut la chandelle pour toi dans 10 ans. Qu'est-ce que tu vas te dire? Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Et après, la détermination, c'est des 4D, on dirait que le plus important presque. Parce que quand quelqu'un est déterminé, il va mettre en place les moyens qu'il faut, solliciter de l'aide extérieure, prier, ça pour la foi, enfin, faire le nécessaire pour avancer. Et quand quelqu'un n'est pas déterminé, elle dit, ah oui, j'aimerais bien être en couple, si au moins, bon Dieu m'envoyait quelqu'un, ou si quelque chose arrivait
par-ci ou par-là. Donc il n'y a pas de détermination. Il y a une espèce de flou, il y a quelque chose qui est là. On est un peu honteux de dire qu'on a envie d'être en couple parce qu'on a déjà 40 ans, etc. Voilà, donc l'idée de la détermination permet à la personne qui se détermine de payer le prix, de faire le nécessaire, d'agir en fait. Et les femmes, les hommes sont très forts pour agir du côté professionnel, mais les femmes ont cette difficulté de se tourner du côté de l'action, un peu comme si c'était un peu trop, quoi, ou honteux. Donc il y a une espèce de résistance intérieure de faire des choses. Il faudrait que ça vienne à moi, alors qu'on peut faire les deux. On peut attirer pour que les choses viennent à moi, mais aussi agir pour que les choses soient favorables, que le ciel me soit favorable. Ouais. Et puis le quatrième idée, c'est la dévotion. Je peux me dédier à quelque chose. Il faut que ce soit important, donc il faut que je sois dédiée, que je fasse le nécessaire, de façon dédiée et pas vite fait, mal fait, etc. Donc désir, discipline, détermination. Et dévotion. Dévotion, ouais. D'accord. Les 4 D à retenir pour toutes celles qui nous écoutent, ça donne déjà des petites pistes. Et d'ailleurs, j'allais dire pour celles qui sont célibataires, mais peut-être aussi celles qui sont en couple. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé au début du podcast, mais ça peut aussi vous donner des pistes sur ce qui peut être dit et ce qui peut être conseillé à vos amis, à vos sœurs ou à vos collègues qui sont célibataires, qui en souffrent, qui ne savent pas par où commencer. Ou voilà. Ça peut être des bonnes pistes de réflexion, de parler de résistance, de parler des 4D, de parler de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut attirer à nous, voilà, en prenant la décision d'y aller. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a justement un peu des dangers, des écueils dans lesquels on peut tomber quand on est célibataire? Alors vous en avez évoqué quelques-uns, dans le sens où un peu on se complaît, enfin on n'est pas forcément... Oui, on aura envie que ça change, mais finalement, on ne met pas trop les moyens de notre côté. Moi, je pense également parfois à la dépression ou la perte de confiance en soi, ou parfois le fait de rejeter la faute sur les hommes aussi, de se dire, non, comme vous l'avez évoqué aussi, il n'y a pas de... c'est que les hommes bien sont déjà pris et c'est pas ma faute, quoi. C'est une croyance, Voilà, est-ce que le fait de parfois de ne plus vouloir sortir, parce que vous l'avez évoqué aussi, parfois on a un peu honte, on se dit, je suis la seule à être célibataire, c'est pas très drôle et j'ai pas encore envie qu'on essaye de me caser ou qu'on me pointe du doigt. Comment faire justement pour remédier à tout ça et pas tomber dans le piège de dire soit je me renferme et je reste dans mon coin, et l'autre piège qui serait aussi de dire je me case à tout prix avec n'importe qui, le premier venu, parce qu'il faut vraiment que je peux plus être toute seule. Alors comment éviter tous ces pièges et ne pas tomber dans tous ces obstacles? Alors, la première chose, je trouve que c'est de retenir que je suis la seule personne qui peut me donner la permission d'être en couple. Et pour celles qui sont déjà en couple, je suis la seule personne qui peut me donner la permission d'être en couple qui marche, de qualité. Parce que peut-être on est en couple, mais on n'est pas content de son couple. Donc on a aussi à se reprogrammer, à modifier peut-être certaines choses que j'ai héritées depuis mon enfance pour donner plus de qualité à mon couple actuel. Et celles qui ne sont pas en couple, elles peuvent imaginer mille excuses, 1000 petites histoires pour expliquer pourquoi donc elles ne sont pas en couple, et du coup se renfermer dans ce manque de responsabilité, justement, puisque c'est la faute du monde, des autres, de Dieu, du ciel, du voisin, de mon père, de ma mère, de je ne sais qui, mais pas de moi. Donc ça, c'est la première chose, vraiment intégrer que je suis la bonne personne. Donc j'ai tout le pouvoir de changer et d'avancer, parce que je suis la seule personne qui peut faire ça. Les autres ne peuvent pas faire ma place. Qui va venir me changer? Oui, je suis responsable de me changer si nécessaire aussi. Tous les changements, tous les progrès, tous les mouvements pour avoir ce que je veux vraiment, puis aller là où j'ai envie d'y aller. L'autre chose, c'est une certaine illusion. Il y a des gens qui agissent, et agissent vraiment, et qui sont même à force de poignée, font beaucoup de choses. Sauf qu'elles sont dans l'illusion qu'en faisant la même chose, elles vont arriver à un résultat différent. Et ce n'est pas possible. Il faut que tu fasses des nouvelles expériences pour avoir un résultat différent. Et donc, il y a des gens qui vont dire, mais si je sors, si je m'habille, si je fais ceci, si je fais cela, tu vas vérifier. Elle s'habille toujours comme elle s'habillait il y a 10 ans. Elle sort toujours avec les mêmes amis et les mêmes personnes au même endroit, etc., etc. Ce n'est pas possible. Tu as besoin même en termes de changement mental,
la plasticité cérébrale, c'est vraiment une des richesses de la neuroscience aujourd'hui. On a une plasticité cérébrale, donc c'est-à-dire le cerveau change, se modifie, donc les croyances limitantes peuvent devenir de nouvelles croyances positives, tu peux attirer de nouvelles choses dans ta vie grâce aux nouvelles expériences. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc, nous avons mis dans un de nos programmes qui s'appelle Trouver le bon, qui est un programme de reprogrammation de croyances limitantes, qui permet aux femmes qui n'ont pas eu de modèle de couple qui marche dans leur famille d'origine de travailler cette question et se donner la permission d'être en couple. Et un des exercices qu'on propose dans ces programmes, c'est de faire une liste de petits pas pour chaque jour faire une nouvelle expérience, même si c'est juste manger avec la main gauche si on est droitier ou autre chose, parce que chaque fois que tu fais quelque chose de nouvel que tu n'as jamais fait avant, ton cerveau gagne en plasticité cérébrale, c'est-à-dire il s'ouvre au nouveau, et c'est ça dont on a une des choses qu'on a besoin pour accueillir quelqu'un dans notre vie. Donc je disais à l'instant que tout ce que tu peux faire pour faire une nouvelle expérience peut t'apporter à toi plus de plasticité cérébrale, donc plus des conditions, de capacité d'accueillir un homme dans ta vie, puisque cet homme, c'est un inconnu. C'est une nouvelle expérience que tu vas vivre. Si tu es célibataire, c'est celle d'être en couple et avec quelqu'un qui fonctionne. C'est-à-dire que peut-être que tu as déjà des expériences à deux, mais qui n'ont pas été favorables, bonnes, chaudes. Et du coup, le cerveau ne connaît pas ce que c'est d'être en couple avec quelqu'un avec qui je me sens en paix, que je me sens bien. Je vois beaucoup de gens qui sont tombés amoureux, ou amoureuses, pardon, et qui, les femmes, elles ont vécu des choses traumatiques, douloureuses. Donc, vivre avec un homme avec qui elle est bien, elle est en confiance, elle est en paix, ça se passe bien, elle ne le connaît pas non plus. Donc, il s'agit d'un inconnu. Donc, on a besoin d'avoir plus de plasticité cérébrale. D'où cet exercice de faire sa petite liste de petits pas et tous les jours faire des nouvelles expériences. Et je vous propose à vous qui écoutez ces podcasts de le faire, de faire l'expérience, de voir que vous allez avoir plus d'ouverture pour accueillir quelqu'un dans votre vie et aussi pour le nouveau qui est la vie à deux. C'est vraiment comme si on entraînait on faisait faire des exercices à son cerveau, quoi, tout simplement. Même si c'est pas sur un sujet, parce que vous avez donné l'exemple de manger avec la main gauche, par exemple, si on était droitier, ça n'a rien à voir avec le couple ou avec l'amour, mais ça va nous entraîner notre cerveau et nous aider après dans le domaine de l'amour et des relations affectives, quoi. Si je vais faire une liste uniquement pour des choses qui sont du côté du couple, si par exemple je ne suis pas habituée à me maquiller, je vais me maquiller de temps en temps et ça va être un petit pas pour moi. Si j'ai le cheveu long toute ma vie, ben je vais couper mes cheveux un peu plus courts et peut-être ça va être un petit pas pour moi. Ou au contraire, si je fais toujours court, je peux laisser mes cheveux pousser et faire tout le nécessaire et ça va être un petit pas pour moi. Et ça peut être plein d'autres choses, ça peut être au quotidien. La place où je m'assois à table au bureau, enfin au restaurant, c'est des petites choses, du bureau, enfin, plein de petites choses nouvelles, différentes, de chaussures différentes de mes habitudes. Voilà. Et c'est vrai que quand on est célibataire, en plus, on peut avoir tendance, en tout cas peut-être à partir d'un certain âge ou d'un certain temps où on a vécu seul, on peut avoir tendance à avoir justement nos petites habitudes, notre petite routine. Tout pareil, exactement. Voilà, exactement. On n'a pas forcément très envie de changer, donc c'est sûr que c'est important de faire ces exercices. Donc merci de les avoir partagés avec nous en tout cas. Oui. Et vous avez parlé plusieurs fois pendant notre entretien des émotions, du fait de, voilà, on peut noter les choses, on peut essayer de... je ne vais pas dire de s'analyser, mais d'essayer de voir un peu ce qui ne va pas, de regarder un peu notre histoire aussi, peut-être qu'il y a des choses qui bloquent ou quoi. Alors, en quoi est-ce que c'est important d'exprimer ces émotions? Et deuxième chose, surtout, est-ce que tout le monde peut y arriver? Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui peut-être assez facilement, avec peut-être un petit peu d'aide ou un coach, vont réussir à... voilà, un peu regarder profondément, et puis d'autres personnes qui vont être complètement bloquées, quoi, qui refusent, enfin pas qui refusent, mais peut-être par peur ou par mauvais pressentiment, préfèrent que ça reste caché et j'allais dire vraiment bien enfoui, plutôt que d'essayer d'analyser tout ça. Alors, est-ce que tout le monde peut arriver à exprimer ses émotions? Voilà, donc nous, en couple Simone, on est héritière d'Aliette et Panafieux. Et du coup, on ne va pas parler uniquement d'exprimer les émotions, mais de les accompagner. C'est-à-dire que nous avons 6 émotions et que chaque émotion cherche son propre canal pour apparaître, pour venir. Et que quand notre corps, on n'accompagne pas ces émotions, elles restent bloquées dans le corps.
et de ce fait, peut-être certaines maladies somatiques, mais aussi certaines paralysies au niveau de l'action. Justement, je parlais de l'action tout à l'heure. Donc, oui, toute personne peut accompagner ses émotions, même si enfant, on a été éduqué pour les refouler. Donc, ce qu'on trouve très souvent, c'est que les personnes qui ont du mal à être à l'aise avec leurs émotions ou traverser des moments difficiles émotionnellement, c'est qu'enfant, elles n'ont pas été accompagnées par un adulte sécurisant, et du coup, ces émotions sont devenues quelque chose des difficiles et même plus facile de les refouler. On appelle ça contrôle. Par exemple, certains bébés vont pleurer parce que pour décharger tout le stress, on lui donne un petit morceau de pain, il mange et c'est fini, quoi. On ne voit plus un enfant pleurer ou va te coucher, il dort et puis il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de colère. Et donc, adulte, on peut faire la même chose. Au lieu de dire je suis en colère, je vais plutôt dire je suis fatigué. Et au lieu d'exprimer que je suis triste et de pleurer un bon coup, je peux manger un gâteau au chocolat. Et donc là, aujourd'hui, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans le marché, on va dire comme ça, pour que chacune puisse apprendre à accompagner ses émotions. Donc, en couple Simone, on a des formations parfois. Il y a des Panafiola, des ateliers, il y a des formations, il y a des groupes émotionnels. On va trouver des livres, Isabelle Filiosa, plusieurs livres très intéressants, Intelligence du cœur, au cœur des émotions de l'enfant, qui va à la fois traiter des émotions des enfants, mais aussi les nôtres adultes, comment les traverser, comment les accompagner. Donc il y a tout ce qu'il faut au jour d'aujourd'hui pour que chacune puisse accompagner ses émotions. Et la clé, le gain de cet accompagnement, c'est fantastique, c'est de l'énergie. Tadam. Plus mes émotions sont accompagnées, plus je suis pleine d'élan vital pour mener à bien mes projets, ma vie, être dans ma vie et pas à côté de ma vie. Donc, les gens qui imaginent, il suffit de faire de projets, mais non, c'est une partie, il y a toute la question du coaching, faire des projets, avoir une vision claire, avoir des objectifs clairs, etc. On appelle ça avoir des objectifs neurologiquement corrects, c'est-à-dire qui tient un certain nombre de paramètres. Il suffit juste de dire, je vais aller voyager. C'est pas clair comme objectif, c'est pas suffisant pour qu'on puisse réussir. Pour les émotions, donc d'un côté il y a ça, et d'autre côté il y a toute la partie émotionnelle qui est clé, vraiment clé. C'est pour ça qu'on a un programme d'intelligence émotionnelle. Donc on a eu plusieurs soucis au cours des années de développement d'un couple Simone, que les femmes puissent être accompagnées dans leurs besoins. D'ailleurs, c'est un héritage aussi de notre formation. J'ai passé 5 ans à me former auprès d'Aliette de Panafieux. Et donc, cet héritage, on a appris et on transmet aux Simone le fait de se demander chaque jour de quoi j'ai besoin. Et cette question, c'est la perle que j'ai envie de vous offrir pour ce podcast, la dernière perle du podcast, c'est si chaque jour, toi qui m'écoutes, tu t'es dit de quoi j'ai besoin, et là, tu vas avoir la réponse de quel accompagnement émotionnel tu en as. Donc, peut-être, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de vibrer, j'ai besoin de rencontrer du monde, j'ai besoin de pleurer, j'ai besoin d'exprimer ma colère. Et on va voir des gens qui ont beaucoup de colère à l'intérieur d'elles, notamment des femmes très intelligentes. Plus on est intelligent, plus on a une puissance. Et cette puissance fait beaucoup de colère, beaucoup d'impatience. Donc, ce n'est pas négatif, c'est très positif. En revanche, c'est une énergie qu'il faut canaliser, il faut l'accompagner. Sinon, elle va faire l'effet contraire et la personne va être dans ce qu'on appelle un découragement. Voilà, donc c'est une autre chose qui est commun entre les femmes qui n'avancent pas trop, c'est le découragement. Oui, c'est vrai. J'arriverai pas. Exactement. Jamais. Donc déjà, remettre une bonne croyance en se disant je vais y arriver, tout est possible, oui, je peux le faire en me donnant les moyens. Exactement. C'est vraiment passionnant tout ça, j'aime beaucoup tout ce que vous dites là sur les émotions, sur le fait aussi d'apprendre à se canaliser, à identifier les choses et peut-être voir que voilà, ça se manifeste par une grosse envie de gâteau au chocolat, comme vous dites, mais qu'en vrai, c'est de la tristesse et qu'il faut la traiter et l'adresser et s'adresser à elle plutôt que de l'enfouir, tout simplement. Exactement. Alors, pour terminer peut-être ce podcast, qu'est-ce qu'on pourrait dire, enfin, qu'est-ce que vous pourriez dire surtout aux femmes qui souffrent de la solitude et de l'attente due à leur état de célibataire? Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les encourager et les aider à aller de l'avant et à vouloir se prendre en main. Parce que mine de rien, je pense que ça n'est pas si évident que ça. Comme vous dites, même si on a envie ou on souffre d'être célibataire, mais se dire je vais devoir
allez, travailler, faire face à toutes mes peurs, toutes mes incertitudes, et puis faire face aussi peut-être à la peur de l'échec, quoi, de se dire, bah oui, mais peut-être que je vais essayer de faire ça, mais quand même, je vais rester célibataire. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire à toutes ces femmes qui nous écoutent? La première chose que je vais te dire, toi, là, qui souffre de découragement, qui te sent bras ballants, l'impression que tu as déjà trop fait, que ça ne va jamais t'arriver, que c'est qu'il y a aux autres qui arrivent, et que tu es un peu jalouse, triste de la cousine, de la sœur, de la voisine, de la copine que se marie, mais et toi, tu restes là, sous le banc. La première chose, c'est que toi aussi, tu mérites de vivre une vie de couple de qualité, et toi aussi, même si tu arriveras plus tard que celle qui s'est mariée à 20 ans, tu ne perdras pas une miette du goût du gâteau. C'est les mêmes gâteaux. Le plaisir d'aimer, d'être aimé quelqu'un, d'être important de la vie de quelqu'un, il est le même goût, la délice identique avant à 30, 40, 50, 60, 70. Donc déjà, tu peux commencer par là. Que ton gâteau aujourd'hui, il n'est pas pourri au moins bon que celui qui a mangé le gâteau à 20 ans. Donc tu auras le même plaisir, ton cadeau, ton résultat, ta réussite, elle a la même valeur, le même goût délicieux aux autres âges. Donc, rencontrer la bonne personne pour toi, quand tu vas être avec cette personne, va être aussi délicieux que si tu avais fait il y a 10 ans. Donc, ça vaut vraiment la chandelle de payer le prix et de payer le bon prix, parce qu'il y a des gens qui font plein de choses, mais comme j'ai dit tout à l'heure, pas les bonnes choses, les mêmes choses, donc il faut faire autre chose. Voilà. Donc, paye le prix. Vraiment, tu seras récompensé par cette mise en route, cette énergie que tu mettras en mettant tout le nécessaire pour construire cette vie de couple de qualité. Nous sommes là pour accompagner des femmes qui sont déterminées à aller. Et donc, dès que tu te détermines, tu peux venir chez un couple Simone. On a bras ouverts pour t'accompagner. On a plein de propositions différentes adaptées à chacune, à tous les budgets, à toutes les tailles, à tous les temps aussi. Il y a des gens qui ont moins de temps et plus de temps. Donc, il y a des choses très intenses qui font beaucoup de temps. Il y a des choses très légères qui sont souples, qui sont faites pour les femmes très dynamiques qui ont besoin de travailler ça, mais qu'en même temps, elles ont plein d'autres choses dans leur vie et qui se disent, je ne vais pas attendre. Je ne vais pas attendre à faire un plan de carrière pour m'occuper du couple. Tu peux faire en même temps que tu réussis à être directrice dans ta boîte ou autre chose. Tu n'as pas besoin de dire après. D'accord, c'est une autre erreur, c'est de dire après. C'est pas après, c'est tout de suite. Je sais pas quel saint qui a dit ça tout de suite, quoi. Saint-Expédie, tu sais pas qui. Voilà, c'est ça, c'est tout de suite. C'est comme la conversion, c'est tout de suite, c'est pas après. Il n'y a pas d'après, c'est tout de suite. Donc, détermine-toi aujourd'hui, là, dans ce podcast, à y aller. Tu verras, tu auras les mêmes cadeaux, le même plaisir, le même délice que les femmes qui ont réussi avant toi. Alors justement, moi je vais mettre en barre d'infos sous la vidéo, pour celles qui nous écoutent, vous aurez tous les liens vers le compte Instagram, le blog de En Couple Simone. Il me semble, en tout cas moi à l'époque, ça fait longtemps que je vous avais connu et que j'étais allée sur le blog, mais il y avait un e-book qui était disponible gratuitement déjà. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Non, je crois qu'il n'y a plus l'e-book qu'on offre. On offre 49 pistes. On offre 49 actions concrètes que tu peux mettre en place pour réussir ton projet de vie à deux. D'accord, donc déjà il y a des ressources quand même, il y a pas mal de ressources déjà que vous pourrez trouver sur le blog. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à aller regarder les formations s'il y en a qui vous intéressent. Mais je trouve qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites dans ce podcast et qui donnent déjà pas mal de pistes et matière à réfléchir. Voilà, on a déjà de quoi faire quelques exercices et puis et réfléchir à certaines choses tout simplement. Peut-être qu'on n'osait pas aborder ou qu'on avait un peu peur on avait peur de se regarder dans le miroir. Donc voilà, je suis sûre que ça aura aidé beaucoup d'auditrices. Donc en tout cas, merci infiniment Luciane pour ce podcast et ces échanges. C'était très très enrichissant, très encourageant aussi. Et j'espère j'en suis sûre même que ça va faire du bien et que ça va vraiment donner cet élan à toutes les célibataires qui nous écoutent et surtout leur donner envie de ne pas se précipiter non plus. Enfin, je veux dire, de ne pas se caser par dépit. Voilà, leur donner de l'élan, mais de faire les choses et de les faire bien en étant elles-mêmes, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup Luciane. Merci à toi Thérèse de m'avoir invitée sur ce podcast. Ça fait toujours plaisir de parler à des femmes qui sont là, éveillées. J'ai dit que j'appelle ces femmes les femmes sages parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont regarder des séries américaines, mais il y en a d'autres qui écoutent des podcasts, qui donnent
en plus de quelques pépites pour qu'elle puisse voler des ailes encore plus hautes. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Luciane. Et puis à toutes les auditrices, eh bien, je dis à très bientôt pour un nouveau podcast, une nouvelle chronique. N'hésitez pas à regarder sur la chaîne, il y a déjà pas mal de ressources et sur le blog également. Et je vous dis à très bientôt.